Pour certains, la culture jeunesse et sport se résume à ça. Bien sûr, ça n'est qu'une facette d'une histoire qui commence il y a plus de 100 ans, a toujours été mouvementée et liée aux préoccupations de son époque. À l'origine, il y a d'abord l'éducation physique, associée au ministère de la Guerre pour préparer de futurs soldats. Puis très tôt, dès 1921, l'éducation physique est rattachée au ministère de l'Instruction publique. En 1936, Léo Lagrange est nommé sous-secrétaire d'État à la jeunesse, au sport et aux loisirs, et impulse une politique vers l'éducation populaire et le sport pour tous. En 1940, sous Vichy, première apparition d'un commissariat général à l'éducation et au sport. À la Libération, Jean Guéhenno crée les instructeurs nationaux spécialisés de culture populaire, qui sillonnent la France pour développer les pratiques artistiques. Ils sont à l'origine de nombreux festivals, comme celui d'Avignon, et sont les ancêtres des actuels CEPJ. Maurice Herzog devient secrétaire d'État à la jeunesse et au sport en 1958 et reste 7 ans en poste, ce qui lui permet de mettre en place une politique encore visible aujourd'hui. En 1966, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport devient un ministère indépendant. Il faut rattraper les mauvais résultats des JO de Rome et préparer les JO de Grenoble de 1968. Les sports passent alors au premier plan et on commence à voir la jeunesse comme un problème. Rattachée selon les gouvernements aux loisirs, aux beaux-arts, à la famille, la santé, la ville, le droit des femmes, l'environnement, parfois agrémentés de l'éducation populaire, parfois séparés, les cadres jeunesse et sport gardent une couleur de toutes ces aventures et le petit bonhomme court toujours. Alors mon parcours il est un peu atypique dans la mesure où j'ai vécu le monde d'avant. Le monde d'avant c'était le monde d'avant 1980 dans lequel jeunesse et sport était intimement lié à l'éducation nationale. Donc les profs de PS par exemple étaient gérés par jeunesse et sport. Ce ministère c'était avant tout une utopie, il faut voir comme ça. Donc une utopie qui vient de 1936, le Front populaire, Léon Blum, et l'idée d'une éducation au loisir. Et cette éducation au loisir consistait à faire en sorte que les gens soient des citoyens dans leurs loisirs. Progressivement, donc, ce ministère était chargé d'étayer, d'épauler ce mouvement d'éducation populaire citoyenne des loisirs. Et tout ça, ça a connu une période très très prospère de 1936 à, on va dire, 1960. Mardi a été parfaitement réussi. Puis le lendemain, une démonstration éclatante de l'équipe de basket de Rupella contre Parthenay qui nous a fait voir un jeu vraiment extraordinaire et qui a plu à tous les spectateurs. Le jeudi, enfin, un tournoi de tennis qui, pour être réduit par ses participants, n'en est pas moins été fort intéressant. Enfin, samedi, notre habituel bal des sports qui a réuni une assistance record, une ambiance du tonnerre. Au départ, j'étais un professeur d'éducation physique qui devait mettre en œuvre les instructions officielles de 1967. Et ce que me demandait et ce que m'avait fait comprendre le directeur départemental de l'époque, eh bien lui, il avait besoin de transformer les options de sa direction, qui étaient des options qui étaient dirigées vers ce qu'on appelait la jeunesse ouvrière, c'est-à-dire l'aide aux pratiques sportives des apprentis, des CAP, des BEP, qui ne bénéficiaient pas d'intervention dans leur cadre de formation en éducation physique. Et donc tout un dispositif s'est mis en place dans le ministère pour dire bon, stop à ce qu'on appelle jeunesse ouvrière pour eh bien maintenant, il faut que la France organise le mouvement sportif pour lui donner les moyens de se développer pour des pratiques sportives auprès de tout le monde. Chantons pour le sport, d'un cœur joyeux, chantons l'essor de la jeunesse, qui se moquant de la gloire, vole vers la victoire. Chantons tous en chœur les performances et les... J'ai connu en 1981 la politique qui était très ambitieuse d'un ministère du temps libre. Faites un petit effort, trouvez votre sport, bougez-vous la santé. Alors pourquoi très ambitieuse? Parce que c'était à l'époque sur les hypothèses de Dumas-Zedier, qui était un sociologue, qui disait que le temps de loisir serait de plus en plus grand dans la vie future. Alors,
Quand on parle de loisirs à des éducateurs sérieux, dont la philosophie date de plusieurs générations, ils ont tendance à assimiler loisirs et futilité. C'est tout le contraire qui est vrai. Ça correspondait aussi à une époque de transformation de la société, enfin, très clairement. Hein, on ne va pas relire du Mazodier, mais c'était qu'on se disait qu'on allait vers une société un peu différente que celle du travail, et exclusivement celle du travail. Du coup, il fallait que ce soit porté par un ministère. On n'a pas de choix d'ailleurs un tel ministère, parce qu'on a été un haut commissariat, un secrétariat d'État, un sous-secrétariat d'État. Parce qu'au fil des gouvernements, on le coupait en deux, on le rassemblait, on lui faisait porter un autre nom. Entre des moments où on a été accolé aussi au ministère des Beaux-Arts, à celui de l'instruction publique, de l'éducation nationale, on a parfois eu des ministres qui étaient le même. Et c'est vrai aussi que ce ministère, il change de périmètre constamment. L'histoire est quand même étroitement liée effectivement aux deux ministères qu'on a cités, celui de la culture et l'éducation nationale. Les fonctionnaires qui travaillent ont un profil un peu atypique, qui détonne aussi parfois par rapport à d'autres administrations. Moi, c'est ce que j'ai toujours entendu de la part des collègues, le côté un peu pique-nique. Mais avant, c'est vrai qu'on avait des spécialisations davantage axées effectivement sur ces pratiques-là. On recrutait beaucoup plus en théâtre, en livres et lecture, que ce n'est le cas certainement aujourd'hui. Moi, la manière dont je le vois en tout cas, c'est un métier qui repose sur les rencontres, qui repose sur le partenariat, c'est de pouvoir travailler avec des gens très différents sur des projets riches. Accompagner des jeunes, accompagner des associations, accompagner des collectivités. Et enfin voilà, pour moi, le cœur du métier, c'est vraiment le facteur humain. Et après, il y a tout le côté, on est quand même dans une administration, hein, donc il y a tout un côté administratif, mais c'est l'enrobage d'un cadeau en fait. Vincent, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 personnes dans la cuisine, elles veulent te voir. C'est rien. J'ai rien compris, elles disent qu'elles sont jeunes, qu'elles font du sport. Elles ont pas l'air comme eux. Jeunesse et sport? Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? Pour moi, l'éducation populaire, c'est vraiment le fait de travailler ensemble à un but commun et que chacun puisse apporter ses propres connaissances et ses propres parcours pour enrichir le groupe. Pour moi, c'est ça l'éducation populaire. Moi, je le résume quand on me demande d'expliquer ce que c'est par l'éducation pour tous, par tous. C'est avant tout ce processus qui consiste à prendre les gens comme, je vais mettre des guillemets, mais des êtres capables de construire, inventer, créer. On considère que tout le monde peut apprendre de tout le monde. L'accompagnateur, sur le papier, qu'il soit CEPJ ou formateur, n'est pas dans la position du sachant. Et donc ça nécessite de mettre en place effectivement des méthodes où on va être sur de la co-construction. Vraiment, c'est cette capacité pour moi de valoriser les savoirs et les capacités de tout à chacun. Et d'arriver justement à monter des projets de manière collective autour de cette volonté émancipatrice du citoyen. Pour moi, c'est un projet en fait de transformation sociale, c'est-à-dire qu'on attend par et l'action collective, mais aussi par la transformation individuelle, effectivement, à ce que les choses changent. C'est aussi un accès accru à la citoyenneté, c'est-à-dire que ce projet de transformation, on attend que chaque citoyen soit capable aujourd'hui de décider en son âme et conscience et dans un avis effectivement pleinement éclairé, ce qui est le mieux pour le collectif. Cette rencontre de professionnels, d'acteurs, d'habitants, de partenaires institutionnels fait qu'on va beaucoup plus loin que ce que l'on aurait fait avec une minorité du même monde. On doit être adaptable et être capable de pouvoir intervenir auprès de toute structure, auprès de tout partenaire, d'être réactif. Et donc c'est ce qui fait aussi le piment, puisqu'on est amené à ne jamais faire la même chose. J'ai eu comme collègues des inspecteurs qui étaient sur le terrain, qui étaient animateurs comme moi, hein. Des inspecteurs jeunesse et sport, hein. Des gens qui tenaient des directions départementales, hein. J'ai eu des CEPJ, j'ai eu des secrétaires de jeunesse et sport qui, à titre bénévole, étaient dans les associations dans lesquelles on bossait. Si on n'est pas sur le terrain, c'est qu'on a manqué quelque chose. C'est le cœur même du métier, c'est d'être présent sur le terrain
à tout niveau, auprès de tous les acteurs, et puis de pouvoir répondre à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Dans d'autres services de l'État, on ne retrouve pas forcément ce contact direct, cette présence aussi, c'est-à-dire que quand on monte des initiatives ou autres et qu'on sollicite les conseillers, ils sont disponibles et sont prêts à venir nous épauler dans les dynamiques qui peuvent être mises en place. C'est eux qui font et qui permettent aussi le réseau, car ils ont quand même une connaissance du territoire qui est assez importante, et du coup ça permet un maillage aussi et d'être beaucoup plus actif quand on a un projet en tête, de pouvoir être accompagné aussi par ces conseillers jeunesse et sport. Il est clair qu'aujourd'hui le secteur associatif est pour moi manque encore de reconnaissance et a encore besoin d'être soutenu. C'est aussi le rôle qu'on attend pour beaucoup des services d'État de jeunesse et sport, etc. C'est d'arriver à permettre au monde associatif de continuer à exister, de continuer à répondre à des besoins de société que ne peuvent pas forcément assumer le secteur marchand ou les collectivités. Notre salaire, c'est ça, quoi. Notre salaire, c'est la reconnaissance. Notre salaire, c'est de dire ce que vous faites, c'est bien, continuez. C'est de nous dire également, vous avez des jeunes qui ont un potentiel, on va vous aider à développer leurs compétences. Donc voilà, notre récompense, elle est là. La récompense, c'est la reconnaissance par l'institution. Donc il faut qu'elle existe, ça c'est clair. Et puis il faut que la passerelle ou le lien entre le club et cette institution soit permanente. La force de Jeunesse et Sport, c'est le contact avec les gens. C'est le côté non conventionnel qu'il faut absolument préserver. Et c'est ce côté aussi proactif, c'est-à-dire où on peut proposer des projets, et pas juste mettre en œuvre les politiques publiques, puisque le principe aussi de ce EPJ, c'est de connaître les partenaires, de connaître les territoires et du coup de pouvoir proposer des projets qui aient du sens au niveau local et pas juste du dispositif national. À l'initiative quand même, il faut le dire, des CEPJ de la DD 17, on s'est tous posés sur 2 années pour se voir collectivement avec des gens qui étaient autour de la table, qui venaient d'horizons complètement différents. Et à un moment, on s'est posé la question de la plus-value associative. Qu'est-ce que ça apporte finalement ? La question du lien social, elle va devenir prégnante. Enfin, qu'est-ce qu'on construit ensemble ? Et bien ça répondait un peu en partie à ça. Créer des identités par la dynamique de groupe, c'est un des vecteurs de lien social qui fait qu'on aboutit à ces questions du vivre ensemble. Cette question du vivre ensemble, elle est primordiale à partir du moment où on met de l'âme, et c'est l'étymologie du mot animé, dans ce que l'on fait. Au fil des années, il y a un partenariat qui s'est pas mal développé avec Jeunesse et Sport, aussi bien pour l'association que pour les partenaires de l'association. Donc il y a plein de dispositifs dans lesquels on est amené à intervenir ou par lesquels nous on peut mettre en œuvre nos actions. Donc il peut y avoir par exemple la dynamique FONGEP. Moi je suis sur un poste financé par un FONGEP qui me permet de déployer aujourd'hui la coordination d'un dispositif qui s'appelle les Promeneurs du Net. Il y a également le programme partenarial de stage qui pour nous est aussi un levier intéressant pour aider les acteurs à se former et à monter en compétences. Traditionnellement, Jeunesse et Sport, et notamment sur la partie sport, il y a eu tous ces dispositifs d'aide à la professionnalisation, à la stabilisation des emplois dans le monde associatif sportif, en l'occurrence. Et j'ai eu cette mission de pouvoir justement accompagner les associations sportives sur la création de plans sport-emploi et d'aider de futurs éducateurs sportifs à s'installer et à s'inscrire dans un parcours et une carrière professionnelle. L'un, je dirais, des bastions historiques de l'éducation populaire, c'est le champ de la formation, qui peut être encore investi de manière importante. J'ai passé mon brevet d'État à Nancy. Cette formation d'État m'a permis donc de créer des projets en accord et en lien avec le réseau extérieur, donc Jeunesse et Sport extérieur. C'est une institution qui est garant du fonctionnement de chaque centre, chaque club. C'est un peu, alors je ne vais pas dire l'épée de Damoclès, mais c'est un peu être sûr qu'on est dans les clous en gros, et puis c'est en même temps un soutien, puisque quand on a un souci de réglementation ou une crainte
que quelque chose ne fonctionne pas, on sait qui appeler. Apparemment, tous les diplômes doivent passer en règle. La seule chose, c'est que je ne trouve pas l'attestation concernant votre assistant sanitaire. Ah bon? C'est étonnant parce qu'en principe, tout est là, donc... On a toujours travaillé en collaboration avec Jeunesse et Sport. On a beaucoup travaillé sur les incivilités dans le sport, la protection des arbitres. Si on avait un souci, on leur demandait conseil. C'était nos interlocuteurs et il y avait une confiance qui régnait entre eux et le comité, les clubs. Les projets qui m'ont bien plu, si tu veux, c'est la réussite du centre sportif départemental de Boyards. Voilà un projet qui part véritablement des bureaux du ministère de la direction départementale de Charente-Maritime et qui, avec les collègues, tous les uns les autres, allant encadrer des stages, passant des heures carrées le soir pour un conseil d'administration ou chercher les bateaux en Bretagne, finissent par quelque chose qui occupe, je ne sais plus le nombre de journées stagiaires, mais je crois qu'on est en dizaines de milliers. Le dernier projet en date, c'est le pentathlon des Muses qu'on a mis en place. L'idée, c'était de reconnaître que les associations avaient un rôle citoyen en promouvant le sport auprès des publics les plus éloignés de la pratique sportive. Donc on a travaillé avec la maison d'arrêt, dans la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, avec les comités départementaux handisport, avec tout ce qui touchait le sport féminin. On a sollicité des artistes détenus qui étaient sensibles au sport, qui ne font pas spécialement de sport, mais qui avaient donc des atouts et des compétences artistiques, notamment la taille de pierre ou la peinture. Et par ce biais-là, on a permis à des détenus de participer à un mouvement sportif alors qu'ils ne le sont pas. Une mission emblématique, c'était l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes. Donc c'est une politique qui s'est mise en place à partir de 1990 à peu près, enfin 86 pour les premiers contrats bleus. Donc le ministère Jeunesse et Sport avait créé un dispositif, donc l'aménagement des rythmes de vie des enfants et des jeunes, qui avait comme ambition de raccourcir la journée vraiment scolaire de l'élève et de créer un temps périscolaire. C'est-à-dire qu'on passait de deux temps forts qui étaient le temps scolaire et le temps familial, à 3 temps, le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps familial. Monsieur Bambuc, quand il a lancé les contrats bleus, on commençait à mieux comprendre et à mieux cerner les relations qu'il pouvait y avoir entre l'école et l'éducation populaire, par exemple. Quand on travaille avec les directeurs d'école et les enseignants au quotidien, ils font de l'éducation populaire. Ils ont toujours une multitude de projets en sport, en théâtre, en livre et en lecture, enfin en numérique aussi. Et ils mobilisent forcément effectivement ces méthodes-là où on construit du projet avec des partenaires, en impliquant les parents, en impliquant les enfants. Donc sans s'en rendre compte eux-mêmes, ils le vivent au quotidien. Là, il y a une nouvelle situation qui va se proposer à nous tous. Il faut qu'on la construise collectivement pour qu'elle devienne quelque chose de positif. Le truc le plus positif dans les réformes qui sont en train de se mettre en place, c'est que j'ai toujours rêvé, moi, qu'il y ait un ministère de l'éducation avec un grand E. De toutes les éducations, en fait. Où tous les courants de pensée pourraient se rejoindre et discuter ensemble de voir quelle est la meilleure manière de construire le citoyen de demain. Que chacun s'inspire des méthodes de l'autre et prenne le meilleur et construise autre chose. Et sur le terrain, ça aura une résonance tout de suite, immédiate. Je ne sais pas tant les CEPJ qui doivent se poser la question qu'effectivement l'éducation nationale qui doit se poser la question. C'est quoi l'éducation populaire et comment j'instille ces pratiques au quotidien dans cette administration? J'espère juste que ça va être une énorme opportunité pour construire une éducation différente dans notre pays. Voilà. En un mot, Jeunesse et Sport, pour vous, c'est quoi? Non conventionnel. Partenariat. Engagement. Accompagnement. Un contrôle. Soutien. Écoute. Le sport et les enfants.